Bonsoir à tous. Alors oui, ravi de revenir à Charleville. Un ami de l'organisation disait tout à l'heure que j'étais un Parigo Charles. Alors les habitants de Charleville-Mézières, merci. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que je suis pas un vrai Parisien, je suis drômois aussi. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de revenir, d'autant plus que c'est ma première conférence en fait. Après le confinement, en présentiel comme on dit, en physique quoi en fait, en sachant que j'ai fait aussi une paire de conférences en visio, donc visioconférence, et c'est assez stressant en fait, même si c'est pas le nombre de connectés qui génère le stress, c'est qu'on est seul à la technique et on a plus autant l'esprit comment dire, préoccupé par d'éventuels problèmes de logiciel ou de panne de box, par exemple, en cas d'orage, ou parce que j'étais en direct avec le Canada, en fait. Et là, si jamais il y a une panne de PowerPoint ou autre, je vais donner le micro à Arnaud qui saura combler. Arnaud, je lui laisse aussi le micro. On a la chance d'avoir cet illustre illustrateur avec qui on a œuvré pour ce livre, en fait, Anatomie comparée des espèces imaginaires, le sujet de ce soir. Mais pas que, puisqu'on a travaillé ensemble sur Tolkien et les sciences, qui est un gros pavé, en fait, puisqu'on est près de 40 auteurs. J'ai dirigé l'ouvrage avec Roland Lehoucq, que vous connaissez aussi, qui est venu l'année dernière, et un autre acolyte, Loïc Mangin, qui est rédac-chef adjoint de la Revue pour la Science. Il est plus journaliste scientifique que chercheur, mais c'est pas grave. Et Arnaud Raphaëlian a illustré aussi Tolkien et les sciences. Il est même devenu un des illustrateurs officiels de l'univers de Tolkien, ou Tolkien, hein, en fonction des... Si vous êtes puriste, il faut dire Tolkien en fait. Et donc ce soir, on a la joie d'avoir Arnaud qui va nous dessiner une espèce imaginaire, donc à vous de deviner laquelle, dont on va parler bien sûr dans le déroulé. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots? Pas encore. Bon. Alors c'est parti, donc pour un petit peu de légèreté, effectivement, le contexte aujourd'hui fait que c'est bien de parler de science, et puis c'est encore mieux de parler de science en s'amusant, c'est-à-dire en partant finalement de la culture populaire. C'est pas péjoratif, hein, c'est ce qu'on appelle aussi la culture geek ou la culture des mondes imaginaires pour justement parler de science et d'anatomie comparée. Alors l'anatomie comparée, c'est finalement une discipline que j'utilise moi en tant que paléontologue tous les jours et qui permet donc de comparer, comme son nom l'indique, différentes structures ostéologiques, des squelettes par exemple, entre les espèces, mais pas que, on peut comparer aussi d'autres choses, on va le voir. L'anatomie comparée, c'est quelque chose qui est enseigné encore à l'université et que m'a enseigné Jean-Claude Rage, qui était un grand paléontologue, que Marc Auger, un des organisateurs, connaît bien aussi. C'était notre directeur de thèse, en fait. C'était un grand spécialiste d'amphibiens modernes et de reptiles. Et c'est un petit clin d'œil aussi à lui ce soir. L'anatomie comparée, qui a été en France, en tout cas, très développée à l'époque par un certain Georges Cuvier, qui est considéré souvent à tort comme le fondateur de l'anatomie comparée, le premier en fait à avoir justement mis bout à bout des squelettes pour comparer des crânes. Là vous avez en fait un primate en position horizontale, c'est voulu parce qu'il est aligné, c'est le cas de le dire, avec un poisson un petit peu en bas et puis un oiseau et puis d'autres types de vertébrés. Alors quand on fait un petit peu de bibliographie sur le sujet, quand on se penche en fait un petit peu dans l'histoire des sciences, on se rend compte que c'est pas tout à fait le premier. Il a beaucoup développé l'anatomie comparée, mais avant lui, il y avait un certain Tyson, qui était médecin anglais et anatomiste bien sûr, qui avant Cuvier a comparé non pas des squelettes, mais des cerveaux chez les primates, et il a montré en fait que le chimpanzé et l'homme avaient des cerveaux plus proches par rapport aux autres primates. Donc l'intérêt de l'anatomie comparée, on va le voir ce soir, que ce soit avec des espèces imaginaires ou des espèces réelles, que ce soit avec des squelettes ou des cerveaux ou d'autres parties en fait du corps, l'anatomie comparée est une méthode scientifique
Donc on pose des hypothèses sur des liens de parenté entre les espèces que l'on va vérifier ou non grâce à la concordance au niveau du squelette. Par exemple, vous, votre bras est composé de plusieurs ossements, plusieurs os, humérus, radius, ulna, etc. C'est exactement la même composition qu'une nageoire de baleine. Alors on parle de nageoire à tort du coup parce que la baleine, on sait grâce aux fossiles, grâce à la paléontologie que l'ancêtre de la baleine était un tétrapode terrestre et que ses pattes avant se sont transformées en fait en ce qu'on appelle une palette natatoire ou une rame si vous voulez, plus qu'une nageoire de poisson. Donc l'anatomie comparée nous permet de faire des hypothèses et des études en fait de relations de parenté entre les espèces. Alors les espèces imaginaires, on va commencer par Chewbacca que vous connaissez tous. J'aime bien cet arrêt sur image dans Star Wars. C'est la première fois qu'on voit Chewbacca à l'écran. On est en 77. Ça ne nous rajeunit pas. Dans le premier épisode de Star Wars pour moi, hein, le 4e pour les plus jeunes, Chewbacca, c'est une sorte de grand humanoïde bipède. Hein, c'est le copain d'Han Solo. D'ailleurs, leurs relations sont un petit peu, peuvent être considérées comme ambiguës. Il est intelligent, il est capable... Alors, il n'a pas un langage articulé, Chewbacca, mais il est capable de s'exprimer. Et il est très bien compris, justement, par son ami copilote, Han Solo. Et on pourrait le considérer comme une sorte de grand yéti, finalement. Il est bipède, humanoïde, vertébré, il a des longs poils, il a des dents différenciées. Et il a été joué, en fait, par un acteur célèbre américain, qui s'appelait Mayhew, qui est décédé en fait l'année dernière, qui a été repéré pour la petite anecdote. Alors je ne sais pas si elle est vraie cette anecdote. Il faudrait demander à un spécialiste en fait de Star Wars que vous êtes peut-être, ou un spécialiste de l'histoire du cinéma. C'est un des réalisateurs de l'équipe en fait de Lucas qui l'aurait repéré à Los Angeles de par sa taille. Hein. C'est un géant qui faisait 2,21 m. Et qui était atteint du syndrome de Marfan. Alors le syndrome de Marfan n'est pas forcément lié au gigantisme chez les humains. Il est plutôt, en fait, c'est une maladie génétique qui est très rare et qui va impacter le système cardiaque. Alors est-ce que c'était lié chez lui ou pas ? Je ne pourrais pas vous répondre, mais sa taille, en fait, entre guillemets normale, hein, et ça n'a pas été exagéré par le numérique à l'époque, lui a permis de rentrer dans un costume, dans le costume de Chewbacca. C'est ce qu'on appelle un Men in Suit, une technique en fait d'effet spécial qu'on appelle les Men in Suit, les hommes en costume, hein, que l'on retrouve déjà avant Star Wars, dans Godzilla par exemple, ou dans toute une série en fait de films fantastiques. Alors, en ce qui concerne les primates, ce qui est intéressant, quand on fait des comparaisons entre les espèces imaginaires et les espèces réelles, c'est que des grands primates ont réellement existé. On les connaît en fait grâce à des fragments, parce qu'on est en paléontologie, les squelettes complets fossiles sont très rares. Hein. Un fossile est un reste souvent fragmentaire des parties les plus dures de l'organisme. Chez nous, ce sont les dents, et puis le reste aussi du squelette. Chez les lamellibranches, par exemple, ou les bivalves, c'est la coquille. Chez les plantes, ça va être le tronc, ou parfois les graines, en fonction des conditions de fossilisation. Et là, on connaît des fragments de mâchoire et de dents qui sont âgés entre moins 6 millions d'années et moins 20 000 ans, qui sont connus en Asie du Sud-Est, et qui, quand on fait de l'anatomie comparée, c'est-à-dire quand on prend le fragment de mâchoire ou de dent et qu'on le compare en fait à une espèce supposée la plus proche, on se rend compte qu'on a quelque chose d'immense qui était connu à l'état fossile, en tout cas hein, en Chine, au Pakistan et en Inde. Et quand on fait une reconstitution, alors vous avez déjà une reconstitution crânienne, en fait, du Gigantopithecus blacki, hein, le primate géant, littéralement. On obtient en fait des tailles assez colossales, plus grandes que Chewbacca, hein, mais de loin, bon, on pourrait le confondre avec un grand Wookiee. Alors, Chewbacca a été traité, bien sûr, par notre illustrateur dans le livre Anatomie comparée des espèces imaginaires. Et Arnaud s'est amusé à illustrer le crâne en fait, de Chewbacca. Ça, c'est un exercice intéressant.
Alors au passage, le Gigantopithèque, on est là dans une posture de 2 à 3 mètres de haut, plutôt 3 mètres d'ailleurs que 2 mètres comme Chewbacca, et on est dans des poids estimés bien sûr, hein, parce qu'on a des dents et des fragments de mâchoire uniquement, entre 300 et 500 kilos quand même. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr de travailler avec Arnaud, qui est aussi paléo-artiste, c'est-à-dire qu'à partir d'un fragment de dinosaure, il va vous reconstruire en fait le dinosaure tel qu'il l'imagine en fonction d'un maximum de données scientifiques pour combler en fait les parties manquantes, parce que souvent on me pose la question comment vous faites pour reconstituer un dinosaure alors que vous avez qu'une dent ou une corne. En fait, c'est l'anatomie comparée, encore une fois. On compare le reste avec ce qui est connu de l'espèce la plus proche et on comble les parties manquantes du squelette avec justement l'espèce la plus proche qui est connue quand elle est connue plus complètement. Et donc on fait ce qu'on appelle une proposition, c'est-à-dire une reconstitution paléontologique qui est valable aujourd'hui mais qui sera peut-être fausse demain. Et là, avec les espèces imaginaires, finalement, Arnaud a fait l'inverse. Parce que le squelette de Chewbacca n'est pas connu, bien sûr. Mais il est parti de Chewbacca, de son visage, en fait, à gauche, et il a imaginé, en fait, son crâne probable que des archéologues intergalactiques dans Star Wars pourraient trouver sur la planète Kashyyyk, c'est la planète d'origine des Wookiees. Alors du coup, on peut s'amuser à replacer Chewbacca dans une espèce de lignée évolutive. Est-ce que Chewbacca serait vraiment en fait un des cousins humains, en sachant que cette vision-là de l'évolution, sous forme de lignée, est fausse. Je l'ai mise exprès pour la critiquer ce soir, puisque on interprète plus l'évolution de la vie comme une arborescence aujourd'hui, voire même comme un réseau, parce qu'il y a des transferts de gènes dans votre patrimoine génétique. Vous avez des gènes de bactéries, comme vous avez certains gènes de néandertaliens, hein, rassurez-vous, moi aussi, ou Arnaud aussi. Donc les gènes en fait marquent certes les groupes, les espèces, mais passent aussi d'un groupe à l'autre. Donc on a plus tendance aujourd'hui à voir l'évolution des espèces non pas comme une ligne droite qui va du singe jusqu'à l'homme, hein, ça c'était bon au siècle dernier et encore, mais comme une sorte de buisson dont les branches peuvent s'interconnecter les unes aux autres. Et donc c'est ce qu'on fait quand on fait de l'anatomie comparée, on transcrit la morphologie sous forme de code, presque de code informatique, puisqu'on prend des caractères que l'on suppose dérivés, on les code par rapport à des caractères anatomiques que l'on suppose archaïques. Et on fait ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire un tableau d'espèces ou de taxons, en fait, en jargon phylogénétique, et de caractères. Et donc, ensuite, on envoie cette matrice qui est composée de 0 et de 1. Hein, alors, ça peut être 2 en fonction de la complexité des caractères. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ensuite, ce sont des logiciels de parcimonie qui vont calculer le nombre minimum de transformations pour relier une espèce à une autre. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et quand vous appliquez ça aux primates, d'une manière simple dans un premier temps, vous avez cet arbre-là, avec l'ancêtre commun. Alors c'est en anglais, mais vous avez l'ancêtre commun, la branche en fait à gauche, et puis vous avez l'humain, le chimpanzé et le gorille. Alors là, on n'a pas distingué, si on a un petit peu distingué la relation plus proche entre le chimpanzé et l'humain qu'avec le gorille. Et puis, parallèlement, on a l'orang-outan et le gigantopithèque de tout à l'heure. Donc finalement, le gigantopithèque, c'est une sorte de grand orang-outan, un peu plus bipède, comme Chewbacca, encore une fois, qui évoluait dans ce coin-là, hein, d'Asie du Sud-Est, il y a quelques millions d'années. Alors, bien sûr, quand on inclut dans une étude de relations de parenté, donc une phylogénie des espèces fossiles et humaines, voilà ce que ça donne. L'arbre se complique un petit peu. On a les australopithèques qui ne sont pas les ancêtres du genre Homo. Hein, ce n'est pas une ligne droite qui va de l'australopithèque jusqu'à l'homme moderne. C'est encore une fois une sorte de buisson dont le but est de relier les espèces entre elles. C'est-à-dire qu'on se pose la question qui est le plus proche de qui et non pas qui descend de qui. Hein, on parle de lien de parenté et non plus de relation ancêtre-descendant, parce que ce n'est pas parce que vous trouvez un fossile
d'une espèce ancienne dans les strates géologiques, que cette espèce-là est forcément l'ancêtre d'une espèce actuelle. Non, c'est sa cousine, et c'est à nous, phylogénéticiens ou paléontologues, de trouver justement le degré de parenté entre les espèces. Alors je reviens un petit peu à cette photo sympa de Chewbacca. Est-ce que vous, en termes de phylogénie, est-ce que vous considérez en fait Chewbacca comme un primate à 100% ou est-ce qu'il a quelque chose d'autre dans sa morphologie? Ah. Alors je vous aide un petit peu. Regardez son visage. Oui. Il a une... J'ai entendu chien. Il a une truffe. Il a une truffe Chewbacca et la truffe est caractéristique notamment des canidés, hein, des chiens. La truffe, c'est un organe en fait nasal qu'on appelle le rhinarium, qui est très complexe, très innervé par des vaisseaux sanguins, donc très sensible. Et quand vous regardez une truffe de près, voire même au microscope si vous êtes biologiste, c'est une infinie de plis, de plissotements, de subplissotements, etc. pour maximiser la surface de contact avec l'extérieur, l'environnement, dans un volume restreint donné par la truffe. C'est fractal en fait, c'est une structure fractale et quand vous dépliez les fractales, vous arrivez chez la truffe de ce chien sympathique à 200 cm² de surface olfactive. Donc c'est énorme en fait. Le chien communique beaucoup plus et se repère beaucoup plus par les odeurs que par les yeux ou les oreilles. Hein, il y a des grades différents en fonction des types de prédateurs. Les chiens sont des espèces, pour faire simple, hein, des espèces de loups domestiqués depuis, je pense, l'homme de Néandertal. Et donc, ils se dirigent, ils vivent et ils repèrent leur proie beaucoup grâce à leur truffe. Alors, est-ce que la truffe est vraiment l'apanage uniquement des chiens? Non. Chez d'autres carnivores, en fait, comme l'ours, vous avez des belles truffes qui permettent justement, alors pas forcément en premier sens dans le mode de vie, mais qui permettent de se repérer et de détecter en fait de la nourriture. Si bien que si vous faites de la randonnée au Canada, vous avez intérêt le soir avant de planter votre tente ou de bivouaquer, de mettre en hauteur, d'attacher dans les arbres en fait votre sac à dos ou votre sac qui contient de la nourriture, parce que les ours qui se baladent par là peuvent être attirés par une odeur en fait au sol qui va se déplacer, qui a plus de chances de se déplacer facilement qu'une odeur en hauteur qui va être prise et dispersée par la brise, etc. En fait, la truffe, quand on regarde ça de près dans l'évolution et la diversité en fait des mammifères, elle est présente chez ou le rhinarium en jargon scientifique, elle est présente chez beaucoup d'espèces. Alors on a vu le chien, mais vous avez aussi le chat, les capridés, hein, les chèvres, etc., qui présentent des truffes dont la morphologie est diverse et variée. En général, les truffes sont constituées de deux grandes parties. Vous avez le chapeau en haut, et puis le pied en bas. Hein, ensuite, bon, il y a des lobes différents en fonction des espèces. Quand on revient à Chewbacca, eh ben lui, il a une truffe qui présente uniquement un chapeau. En fait, il n'y a pas de pied sur cette truffe-là. Il y a certaines espèces, enfin sous-espèces plutôt, ou races de chiens, comme les Yorkshire, qui présentent à peu près le même type de truffe. Donc, vous prenez en fait un gigantopithèque, vous le faites accoupler avec un Yorkshire ou l'inverse, et vous avez une sorte de Chewbacca. Plus sérieusement, si vous voulez placer Chewbacca dans l'arbre phylogénétique du vivant, vous allez le mettre en fait à l'intersection entre le grand groupe des carnivores, hein, ou des canidés, des carnivores, et puis le grand groupe des primates. Hein, donc pas évident à classer. En tout cas, en termes de biologie et d'olfaction, ce qui est intéressant, c'est que la truffe et le sens olfactif modifie en fait l'encéphale. Chez le chien, par exemple, vous avez le bulbe olfactif qui est beaucoup plus développé que chez l'humain, proportionnellement bien sûr à la taille du cerveau. Hein, vous avez 300 millions de récepteurs chez le chien pour seulement 6 millions chez l'humain. Donc on est complètement à la ramasse au niveau des odeurs par rapport en fait au chien ou au loup.
Et puis, finalement, ces espèces d'histoires, cette histoire qu'est Star Wars, hein, avec à chaque fois un pilote, le pilote Han Solo du Faucon Millennium, bien sûr, et son copilote, c'est une histoire assez récurrente en bande dessinée, par exemple, où vous avez, entre guillemets, des couples en fait, d'amis qui renforce finalement le côté scénaristique de la fiction. Hein, j'ai pris comme exemple Tintin et Milou, bien sûr, dans la bande dessinée. Vous avez Rantanplan, Lucky Luke, Belle et Sébastien, La Belle et la Bête aussi. Ça renvoie au côté un peu bestial de l'altérité de l'humanité. C'est pour ça, je pense, que l'équipe de Lucas, les scénaristes de Star Wars, ont rajouté ce personnage pour renforcer le côté un peu intéressant de Han Solo. Et puis Chewbacca en lui-même est aussi un personnage très intéressant avec son histoire que l'on retrouve dans un des derniers Star Wars, justement, de Solo, où on apprend que c'est une espèce qui a été capturée d'abord, et puis ensuite Han Solo la libère et en fait son coéquipier préféré du Faucon Millennium. Donc c'est un petit peu l'histoire dans l'histoire. On va passer en fait à Spider-Man dans les espèces imaginaires. Est-ce que Arnaud, tu veux commencer à commenter un petit peu ce que tu fais? Non? Alors Spider-Man, c'est un autre personnage intéressant. Il apparaît pour la première fois, non pas à l'écran, mais dans une BD, dans les fameux comics aux États-Unis. On est en 62, ça c'est le volume 15 de Amazing Fantasy. C'était des espèces de pulp en fait, où il y avait des bandes dessinées de super-héros, Hulk, Spider-Man, et souvent ces super-héros-là ont été dessinés par différents types de scénaristes, notamment Stan Lee. Alors, l'histoire de Spider-Man, elle est particulière, puisqu'il s'agit en fait d'une sorte de lycéen, d'étudiant, on va dire. C'est un étudiant, un humain étudiant qui visite en fait avec sa classe un laboratoire de génétique un peu louche, qui hybride et cultive entre guillemets des araignées radioactives pour on ne sait pas trop quoi au début. Et puis il va un petit peu être curieux, explorer un peu plus le laboratoire que les autres, et c'est mieux comme ça? Ah d'accord. Merci Michel. Et il va se faire mordre. Alors au passage, on se fait mordre par une araignée. On ne se fait pas piquer par une araignée. Hein, si vous regardez, alors ça c'est un film, hein, c'est un film de science-fiction, mais dans la vraie vie, les araignées ont aussi 2 crochets. Elles piquent pas par un dard qui serait au bout de l'abdomen comme les guêpes ou les frelons. Elles mordent et elles injectent en fait un venin via ces crochets-là qu'on appelle des chélicères. Et ces chélicères-là sont caractéristiques d'autres groupes intéressants, justement, qu'on regroupe dans un super groupe d'arthropodes qu'on appelle les chélicérates. Alors les chélicérates, vous avez en haut à gauche un truc un peu bizarre qui ressemble à un bouclier sur pattes qu'on appelle le limule. Alors j'ai appris en lisant Tardy qu'on disait un limule, et non pas une limule. Ensuite, vous avez d'autres chélicérates aquatiques, les acariens, les tiques, les araignées bien sûr, les scorpions. Ça, c'est ce qu'on confond souvent avec des araignées, en fait, les faucheuses, mais c'est un autre groupe de chélicérates. Ce ne sont pas vraiment des araignées au sens strict. Et puis, vous avez d'autres formes d'arthropodes assez affreuses qui vivent dans des cavernes humides en Afrique qu'on appelle les amblypyges, qui sont caractérisés aussi par une paire de crochets au niveau de la tête, crochets qui souvent inoculent en fait une sorte de poison qui paralyse la proie et qui permet aux arachnides de dévorer vivante ou à moitié vivante en fait la proie. Parce que les pauvres arachnides ne disposent pas d'un tube digestif efficace et elles doivent anesthésier entre guillemets leur proie et ensuite elles crachent en même temps à l'intérieur, via les chélicères, un suc digestif de manière à pouvoir ensuite aspirer uniquement ce qui reste de la proie. Un bon appétit pour ceux qui viennent de manger. Alors,
les chélicérates sont aussi exploités, bien sûr, par la science-fiction. Parce que la science-fiction aime bien, en fonction des intentions, bien sûr, scénaristiques, présenter des monstres ou des extraterrestres qui font peur. Alors, est-ce que vous pouvez me citer une sorte d'extraterrestre ou de monstre chélicérate de la science-fiction pour les fans? Oui, alors dans Starship Troopers, il y a des chélicérates, effectivement. Intéressant. Moi, je pensais beaucoup à Predator, le copain d'Alien, qui a non pas en fait une paire de crochets de chélicères, mais plusieurs paires, parce que souvent on est dans la surenchère en ce qui concerne les fictions, un petit peu comme Spielberg était dans la surenchère de taille du requin blanc dans Les Dents de la Mer, ou des mosasaures, ou d'autres reptiles préhistoriques dans Jurassic Park. Les tailles ne sont pas les tailles réelles que l'on observe sur les fossiles.